Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 19h50, c'est l'heure du journal. Et voici les titres de l'actualité de ce mardi 30 août 2022. À la une ce soir, une catastrophe plane dans le département de la Manchoum. Dans la région du Nord-Ouest, le lac Epalim présente les mêmes signes que ceux du lac Nyos avant que le pire ne se produise le 21 août 1986. Témoignage des riverains à suivre dans ce journal. Et le 19h50 vous propose de nouveaux clichés des préparatifs de la rentrée scolaire. Le tableau présente la course contre la montre des parents retardataires, les dispositions sécuritaires dans les établissements et la nationalisation des manuels scolaires. Et les résultats de l'élection présidentielle au Kenya contestés, Raila Odinga a déposé un recours à la Cour suprême pour revendiquer, dit-il, sa victoire. Voilà pour les titres. Encore marqué par les souvenirs de la catastrophe du lac Nyos il y a 36 ans, les populations de la Manchoum vivent depuis quelques jours avec la peur qu'une situation similaire se produise. Cette fois-ci à Bafmeng, localité qui a accueilli les rescapés du drame du 21 août 1986, voit le lac Epalim montrer les mêmes signes, odeurs et émanations de substances étranges, changements de couleur et montée violente des eaux. Les détails avec Aimé Catherine Moukouri. Une eau apparemment calme. Pourtant, il y a de cela 3 jours, le lac Epalim montrait des signes semblables aux prémices d'une éruption limnique, d'après les témoignages des villageois. Depuis 3 jours, les bruits émanent de ce lac de couleur. L'eau s'élève avant de redescendre. Les gens ont peur. Les femmes s'enfuient des champs avoisinant le lac. Ce lac cratère est situé à Bafmeng, dans le département de la Manchoum, région du Nord-Ouest, à quelques encablures du lac Nyos, qui avait connu une catastrophe au mois d'août de l'année 1986, causant la mort de pas moins de 1700 personnes. Certains rescapés ont été délocalisés ici, où 36 ans exactement après, ils voient pour les plus âgés les mêmes signes annonciateurs. On allait à la ferme et quand nous avons traversé le lac, nous avons vu que l'eau devenait presque jaune avec des substances bizarres. On s'est mis à fuir parce qu'on avait peur. Les personnes survivantes du drame du lac Nyos nous ont dit que ce sont les mêmes signes qu'ils ont vus. Les habitants de Bafmeng crient à l'aide à la communauté scientifique. S'il vous plaît, nous demandons que les scientifiques viennent eux-mêmes voir ce qui se passe ici. Vous devez venir à temps avant qu'il ne soit trop tard. Pour l'instant, les regards sont tournés vers cette eau qui semble couver une bombe à retardement. Ils sont jeunes, 11 au total. La moyenne d'âge aussi entre 17 et 26 ans. Ce sont les pilleurs en bande orques, communément appelés microbes. Leur dernier fait d'armes, l'attaque des commerces au marché de l'ancien 3e à Douala. Les 11 jeunes interpellés par le groupement mobile d'intervention ont été présentés ce jour à la presse. Voyons cela avec David Sandio et Henri Tina. Ici, l'ancien 3e à Douala. Lieu par excellence de vente des téléphones, du matériel informatique et accessoires. Ce lieu marchand a reçu la visite des jeunes pilleurs en bande le 6 août 2022. 48 heures après, le premier canard boiteux de la bande sera rattrapé. À partir de son exploitation, les 11 membres du gang, on dirait le 11 entrant, sera dans la nasse. Avec le concours de nos informateurs et de la population, nous avons interpellé 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 8 août, le nommé Djemessa
Issa, alias Nazer la débauche, présumé chef de ce gang. L'exploitant, nous avons mis la main sur ses comparses, ses complices dans cette opération. Donc aujourd'hui, nous avons pu interpeller 10 autres, ce qui fait au total 11. Ils sont passés aux aveux complets. Ils sont jeunes. L'âge oscille entre 17 ans pour le plus jeune et le vétéran du groupe n'a que 26 ans. Pour la plupart, des repris de justice. Ils manient si bien le couteau, poignard, machette et trafiquent également du cannabis. Plusieurs pays d'Afrique forment ce 11 entrants. C'est un groupe hétérogène constitué de Camerounais, de Nigérians, de Centrafricains qui pensent qu'ils peuvent s'aimer la terreur dans la ville de Douala. L'opération que nous avons menée s'inscrit dans la continuité des instructions de M. le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral. Parce qu'en ce moment, près d'une quarantaine se trouvent déjà à la prison centrale de New Bell. Depuis ce pillage en bande, c'est la psychose à l'ancien 3e. Personne n'ose s'exprimer face caméra. Cet homme a eu les doigts taillés au passage des pilleurs. Et cette boutique reste fermée. D'où l'appel à la collaboration. Le phénomène des microbes dans la ville de Douala sème beaucoup de terreur et surtout beaucoup de peur auprès des populations. Mais nous tenons à rassurer la population. Nous tendons la main même à la population. Nous tendons la main à tous les citoyens de bonne foi de nous donner le bon renseignement. Nous allons les traquer, les interpeller pour que le sentiment de sécurité revienne au sein de nos populations. À Douala, la police est aux trousses des microbes, le répertoire est déjà dressé et la traque est lancée. Dans l'actualité à présent, la rentrée scolaire à 6 jours du jour J, le gouvernement se veut rassurant. 5 membres d'entre eux face à la presse en ce moment à Yaoundé. Il s'agit des ministres des enseignements secondaires, de l'éducation de base, de la fonction publique, de l'administration territoriale, de la communication. Il est question de présenter les dispositions prises par le gouvernement pour une année scolaire en toute sérénité au Cameroun. Delphine Fonkoutene, Constant Kamga. Le temps n'est pas au chantage, pas de surenchère à travers de nouvelles revendications mises au point du gouvernement à moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2022-2023. La conférence de presse conjointe du ministère de l'Éducation de base, des enseignements secondaires, de la fonction publique et de la réforme administrative, de l'administration territoriale et de la communication est l'occasion ce 30 août de faire le point des mesures prises par le chef de l'État relatives aux revendications des enseignants. Ce sont près de 14 milliards de francs CFA déjà payés à date aux enseignants du secondaire. Aussi, et on rappelle, 11,19% du budget du Cameroun est destiné au secteur éducatif. Au sujet de l'année scolaire 2022-2023 proprement dite, le gouvernement donne l'assurance d'une année sans anicroche, d'une année meilleure par rapport à la précédente sur l'ensemble du territoire national. Le ministre Pauline Nalova-Lyonga penche pour la transformation des menaces en opportunités. La digitalisation des enseignements sera encore à l'ordre du jour cette année dans nos différentes salles de classe. De manière générale, on retient que tout est fin prêt pour un kick-off sans off dès le 5 septembre prochain. Merci Delphine Fonkoutene. Et il faut dire que c'est au pas de course que certains parents essayent de rattraper le train des préparatifs de la rentrée scolaire. À 5 jours du jour J, l'adrénaline est à son paroxysme. Ils sont partagés entre fournitures scolaires, frais de scolarité, achats de tenues et autres accessoires. Voici le reportage de Maria Mazou et Michel Foucault. Il y a une liste de priorités. L'horloge de la rentrée scolaire 2022-2023 tourne déjà et la pression monte chez les parents. Pour certains, cette rentrée arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est le cas de Maman Justine qui, en plus de ses enfants, doit encore apprêter les fournitures scolaires de ses petits-enfants. Vraiment, nous n'avons même pas encore rien fait. On ne pense même pas encore ce qu'on pourra faire pour la rentrée pour nos petits-fils.
Parce que vraiment, le dehors est dur. Comme elle, ils sont nombreux ces parents qui jonglent encore pour pouvoir apprêter le paquet minimum pour leur progéniture d'ici le jour J. Mes enfants particulièrement sont anciens dans leur établissement, donc ils partent d'abord comme ça. On va gérer la pension progressivement avec l'économie. Donc on achète peut-être d'abord les tenues, chaussures, cahiers. Et ils peuvent donc partir à l'école le matin, lundi matin. Le reste là, progressivement. Je ne suis pas encore prête, donc j'attends encore l'argent pour le nécessaire. Peut-être ça peut changer à la dernière minute. Tout de même, d'autres parents, eux, pour éviter le stress et les tracasseries de dernière minute, ont entamé les préparatifs de la rentrée bien avant. Autrement dit, depuis le début des vacances. Du côté de la scolarité, pour ma part, c'est OK. Et voilà, mais les autres aspects, c'est pas encore complètement fini. Bon, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui est déjà fait à ce niveau. On n'attend pas le mois de septembre pour préparer la rentrée. Les enfants ont pris les bulletins, on a vu le travail qu'ils ont effectué automatiquement. On prépare déjà l'autre rentrée. Ça fait que quand septembre arrive, on est déjà prêt parce que ça ne nous surprend pas. En voilà une astuce que les parents peuvent adopter pour les rentrées à venir. En attendant, il faut continuer à mouiller le maillot pour le 5 septembre prochain. Et les parents déjà prêts ont certainement fait un constat particulier dans les librairies, la nationalisation du marché du livre. Les manuels scolaires imprimés par les éditeurs locaux se taillent la part du lion au détriment des internationaux. Reportage Junior Ossin et Thierry Nana. Le manuel scolaire représente plus de 90% de ce qui s'imprime comme livre au Cameroun. Une déclaration du Conseil d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. La CIL, le commande 2, ça fait 7 livres, donc 42 total pour les 6 classes. Et parmi les 42, il y a 14 éditeurs étrangers. C'est-à-dire sur les 22, je crois, éditeurs retenus au niveau du secondaire, nous avons 3 qui sont des étrangers. Dans le cycle anglophone, il y a Cambridge qui est en coédition avec NMI. Vous voyez un peu. Donc ça fait une coédition. Nous pouvons pas dire 100% étrangers, donc c'est 50% étrangers, 50% camerounais. Depuis l'année scolaire 2021-2022, les éditeurs locaux par rapport aux éditeurs étrangers sont très présents dans la liste officielle des manuels scolaires au programme. Aujourd'hui, les nationaux s'en sortent avec 90% du marché du livre, mieux que les 75% gagnés en 2018-2019. Ou encore nettement mieux que les 5% engagés entre 2015 et 2016. Ou encore les 12,7% en 2004 et 2005 et les 15% des parts du marché du livre gagnés dans les années 1997-1998. Désormais, les jeunes Camerounais vont apprendre l'histoire du Cameroun écrite par des Camerounais. Ça nous permettra davantage de nous familiariser davantage avec notre propre culture plutôt que celle de l'autre. Cette nationalisation du secteur du livre a aussi un avantage économique. Si le livre est produit au Cameroun, directement, les revendeurs qui achètent ce livre, ils vont l'acheter à un coût raisonnable. Désormais, seule la qualité reste un défi à relever au moment où la nationalisation du livre au Cameroun est constatée. Et dans le train des préparatifs de la rentrée scolaire, la sécurité des enfants demeure une inquiétude pour les parents. Dans un contexte marqué par la violence, les chefs d'établissement ont déjà pris des dispositions pour sécuriser leurs enceintes. On voit cela avec Bénédicte Ngono et Samuel Ebakissé. Il ne sera plus question d'escalader les murs ici au lycée technique de Nkolbison. Des cloisons sont installées à chaque recoin de l'établissement. L'idée, c'est que du dortoir aux différentes salles de classe, en passant par les ateliers de travaux pratiques et portails de sortie, aucun élève n'échappe à un contrôle. Le niveau de surveillance cette année est au rouge. Nous avons déjà amélioré notre clôture pour que le lycée ne soit pas ouvert aux entrées non souhaitées. On a également amélioré la surveillance de proximité, communément appelée la surveillance sectorielle. Dans chaque bâtiment, il y a un surveillant de secteur. Ça permet de maîtriser les mouvements des apprenants dans notre campus. On est en relation étroite avec la police du 7e arrondissement, de Nkolbison, la gendarmerie, les forces de l'ordre. Lorsqu'il y a un souci, si ça va au-delà de nos forces, on les appelle pour qu'ils viennent nous renforcer. Les filtres renforcés ne sont pas les seuls dispositifs à l'école à Yaoundé. Au lycée classique de Nkolbison,
Les vigiles sont en alerte. Aucun élève ne pourra passer le seuil du portail sans subir une fouille. Serment du chef d'établissement. Nous fonctionnons à mi-temps. Le matin, on fouille quand les enfants entrent. À midi, on fouille quand les enfants entrent également. Donc on fait deux types de fouilles. Et la fouille au niveau de l'entrée et la fouille inopinée dans les salles de classe. Des dispositions pratiques malgré des arbitrages à faire sur la présence d'outils pointus tels compas, tournevis et autres vont à la fois servir de fournitures scolaires et d'armes blanches. Et la sécurité et la rigueur dans le travail sont très souvent ce que recherchent les parents pour leurs enfants à l'école. L'internat est souvent présenté comme le cadre idéal pour trouver ces assurances et les avis divergent sur le choix de ce cadre pour les enfants. Voici les réactions des parents compilées dans cet élément de Lesline Poumetia et Thierry Nana. L'école, loin de la famille, est tout un autre apprentissage. Il faut savoir ménager l'absence des parents et sa nouvelle famille constituée du corps enseignant et des camarades de classe. La discipline et la rigueur semblent être les valeurs prônées dans ces internats. Là-bas, à l'internat, c'était très strict, puisqu'on devait vaquer à nos occupations et 5 heures du matin, on partait à apprendre. Quand je compare les deux cursus, je préfère celui de l'internat, puisque ça fait en sorte que l'enfant ne soit pas reçu. C'était une belle expérience, parce que j'ai beaucoup appris. Une belle expérience, un point de vue que ne partagent pas certains parents de la ville de Douala. Au jour d'aujourd'hui, avec les mœurs qui se débravent, la moralité qui devient douteuse, je préfère donc garder mon enfant avec moi. L'internat, je sais ce qu'il y a à l'internat. Il y a des enfants qui viennent, vous ne savez pas comment ils sont configurés. Moi, mon option, c'est avoir mes enfants tout autour de moi, être de toute oreille et de tout œil, quoi. Je préférais avoir mon enfant près de moi car j'estime que l'éducation est partagée. Elle a toujours été partagée entre celle des enseignants et celle des parents à la maison. Il est important de suivre son enfant à l'internat avec toute la masse. Moi, je me dis, c'est pas évident de les suivre individuellement. Cette proximité dans l'éducation est l'une des raisons évoquées parmi tant d'autres. Tu peux garder les enfants à la maison comme tu peux mettre les enfants à l'internat. Ça dépend de là où tu habites et de tes possibilités. Toutefois, le choix doit être fait pour la prochaine rentrée scolaire. Autre chose à présent, alors qu'on s'achemine inexorablement vers la fonction publique communale, la décentralisation est plombée au Cameroun par le trop-plein de ressources humaines qui ne disposent d'aucune qualification. Le maire de Toboro, administrateur, crève l'abcès sur ce phénomène et recadre l'État sur la création et les missions en ce sens. La National School of Local Administration. Tout cela est compilé dans cet élément Beringele. On ne peut pas rester tout le temps dire que les mairies sont incapables. L'édile de Toboro tense l'État sur l'opérationnalisation de la décentralisation et dénonce l'absence du personnel qualifié dans les 360 mairies du Cameroun. On se débrouille. C'est-à-dire la qualification, nous n'avons pas des personnels qualifiés. Aujourd'hui, l'État retient les 15% prévus dans le Code général de la décentralisation au motif que les mairies ne sont pas prêtes à exercer ces compétences du fait de manque du personnel qualifié. Pour étayer cette assertion, il dévoile la situation de sa municipalité qui pour lui est similaire à toutes les communes du pays. Nous n'avons pas plus de 5 cadres sur 99. Donc vous voyez, chaque exécutif et même chaque mandat, l'effectif ne fait que croître. Et on se retrouve aujourd'hui avec une masse salariale de 12 millions. Pour Célestin Yandal, la création de la National School of Local Administration, il y a quelques années déjà, devait résorber cet état de fait. Toutes les municipalités participent pourtant au budget de cette école. Les maires du Cameroun déchantent aujourd'hui. Les conditions d'accès pour des formations initiales ou formations continues, c'est assez budgétivore pour les mairies qui n'ont pas suffisamment de ressources. Annuellement, c'est presque 1 500 000. Presque 1 500 000 pour le cas de la commune de Toboro. Et il y a plus de 360 mairies. Mais son agent
doit payer entre 500 000 et 1 million pour une formation à la NASLA. Pour les mairies, dans la partie septentrionale, il faut une NASLA de proximité. La NASLA n'est pas une institution à la recherche du profit. Le Premier ministre, président du Conseil national de la décentralisation, est ainsi interpellé à l'aune d'une fonction publique communale naissante. En santé, le bonheur de donner la vie, 3 femmes viennent d'en faire l'heureuse expérience. Une expérience qui illumine désormais leur vie grâce à la fécondation in vitro au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine à Yaoundé. Des moments captés par nos reporters Karel Mezatiatuya et Serge Alinzéou. La fécondation in vitro devient de plus en plus croissante ici, avec la gestion de cas particuliers comme ces triplets nés ce 30 août. Pas évident pour le corps médical de conduire cette grossesse à terme. Entre menaces d'accouchement prématuré et autres entorses, Jean-Marie Cassia et son équipe ont eu des poussées de fièvre à un moment du processus. Parce qu'il y a une forte pression dans la cavité abdominale, intra-utérine, qui menace effectivement que les enfants sortent prématurément. Et ceux-ci sont sortis d'ailleurs prématurément. Celui qui était mieux avait 1,8 kg, et puis les 2 autres avaient 1,5 kg. Mais ils sont très bien. La meilleure solution pour ce type de procréation, du point de vue de cette expertise médicale, c'est d'avoir soit une grossesse unique ou monofétale, soit celle gémellaire, qui présente moins de risques pour la mère et le fruit de ses entrailles. Une trentaine de naissances enregistrées depuis le mois de septembre. Les nouveau-nés de ces 2 autres mamans portent à 330 bébés in vitro à date au Crasser. Nous évoluons tout doucement vers les 500 annoncés pour 2024-2025. Prouesse technologique qui sera valorisée du 26 au 30 septembre prochain dans notre pays lors de la 2e édition du Congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie en Afrique. Près de 800 participants du monde annoncés. Le Cameroun a été le premier à introduire ce concept de chirurgie à ventre fermé. Et finalement, cette chirurgie a été adoptée comme un grand challenge pour les pays en développement, vu les avantages que cette chirurgie apporte. Chirurgie implantée au Cameroun par le couple présidentiel qui, apprend-on, encourage sans cesse les personnels du Crasser. Des experts camerounais et congolais en conclave depuis ce matin à Yaoundé. Il s'agit des membres de la commission de la sous-commission technique chargée de la démarcation et de la réaffirmation de la frontière Cameroun-Congo. Les travaux ouverts ce mardi à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Les précisions avec Daniel Anisseboudjé et Serge Alinzéou. Cette réunion technique des experts sonne comme le début effectif de l'opération de démarcation de la frontière Cameroun-Congo, longue de 464 km. C'est la première depuis la mise sur pied en 2020 de la commission mixte des frontières entre les 2 pays, le 22 février 2020. Sa mission, rendre le tracé visible sur le terrain. Notre frontière est entièrement délimitée et démarquée. Mais une démarcation qui aujourd'hui couvre 114 ans dans une forêt dense. Citer le libellé de cette convention qui décrit la frontière commune. C'est bien juste, mais cela n'a d'effectivité que si et seulement si cette connaissance d'ordre historique se couple avec la connaissance de terrain pour dire c'est ici, ou c'est là, ou encore ce n'est pas là, mais là-bas, en montrant du doigt. La délimitation, rappelle le ministre de l'administration territoriale, intervient dans l'unique souci de préserver les relations de paix et de bon voisinage qui existent entre les 2 pays. C'est pourquoi Paul Atangandi engage les membres de la commission technique à accomplir avec responsabilité cette mission ô combien délicate. Je voudrais vous engager à traduire en acte concret la volonté politique maintes fois exprimée par nos 2 chefs d'État en vue de faire de la frontière commune un espace de paix, de concorde et de développement partagé, d'autant plus qu'il n'existe aucun litige frontalier entre nos 2 pays frères. Après les travaux théoriques de 2 jours à Yaoundé, la mission conjointe des experts va descendre sur le terrain dès ce jeudi à l'effet d'évaluer la frontière commune dans la localité frontalière de Ntam, département du Djaïlobo.
À l'étranger présidentiel au Kenya, Raila Odinga dépose un recours devant la Cour suprême afin de contester les résultats du scrutin du 9 août dernier. Arrivé deuxième, il conteste les résultats annoncés par la commission électorale le 15 août dernier. Lille Piedjou et Calvin Tekam. Le procès préliminaire sur la pétition relative à l'élection présidentielle de 2022 déposée par Raila Odinga et Martha Karua dans le but de contester les résultats des élections débute. L'une des principales questions que la Cour suprême du Kenya devra examiner est de savoir si la technologie déployée par l'IEBC pour la conduite des élections générales de 2022 répond aux normes permettant d'obtenir des résultats fiables. Précision de la présidente de la Cour, Martha Koome. Aujourd'hui, Conseil et partis, nous sommes ici pour la phase préliminaire du procès des pétitions électorales qui ont été déposées devant nous. Il nous reste donc 7 pétitions et la Cour a examiné les 7 pétitions qui émanent de la même élection présidentielle qui a eu lieu le 9 août 2022. La première question est de savoir si la technologie déployée par l'IEBC pour la conduite des élections générales de 2022 répond aux normes d'intégrité, de fiabilité, de sécurité et de transparence pour garantir des résultats précis et fiables. La décision finale sera connue le 5 septembre prochain. La Cour a déjà rejeté 3 requêtes, y compris une demande du président William Ruto, qui souhaiterait exclure de la Law Society of Kenya un groupe de juges indépendants. On se souvient que Raila Odinga a aussitôt rejeté le résultat de l'élection présidentielle en pointant un doigt accusateur sur les 7 commissaires électoraux et le fait que le président de la commission Wafula, Chebukati, n'a pas pu expliquer comment il était parvenu au décompte final. Chebukati a déclaré William Ruto président élu du Kenya avec 7,1 millions de voix contre 6,9 millions de voix pour Raila Odinga. S'il arrivait que ce scrutin soit annulé, une nouvelle élection doit se tenir dans les 60 jours. De la réclame à présent, l'agence de la BEAC de Limbe fonctionne désormais sous les directives du nouveau directeur. Kem Wilfried Omungong a officiellement pris fonction après la cérémonie d'installation. Regardez. Avancez si vous pouvez valablement prendre la direction de cette agence en arrachant cette magnifique clé entre mes mains. Si vous êtes capable. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la Banque des États de l'Afrique centrale à Limbe. Un nouveau directeur d'agence vient d'être porté à la tête de la BEAC à Limbe. Kem Wilfried Omungong présidera désormais aux destinées de cette institution bancaire, dont la cité balnéaire de Limbe. Kem Wilfried Omungong, nommé à ce poste par le gouverneur de la BEAC Abbas Mohamed Oli le 1er août dernier, a été présenté comme un homme brillant et méticuleux par le directeur général du contrôle général de la BEAC qui a présidé la cérémonie d'installation. Un vrai cadre de la Banque des États de l'Afrique centrale. Il est discipliné, il est dirigeant, il respecte ses supérieurs, les règles et les principes et les valeurs cardinales de la BEAC. Un homme gentil, réservé, affable, pondéré, le sourire toujours aux lèvres. Il laisse une agence, celle de Consamba, particulièrement bien gérée. Il récupère une agence, celle de Limbe, absolument bien gérée. Pour Marius Roosevelt, directeur général du contrôle général de la BEAC, l'agence de Limbe est l'une des plus importantes du réseau de la Banque centrale. Elle est entre des mains expérimentées, ce qui devrait rassurer aussi bien le personnel que les partenaires de l'institution. C'est vrai. Encore, toutes les agences se valent, mais lui, M. Kem, s'est dit, je vais chez moi rapidement et me voici à Limbe pour y installer définitivement, j'ose croire.
Qu'en sera-t-il dans quelques mois? Je ne sais pas. Mais il va vite et il est décidé d'aller loin. Kem Wilfred Mungong, nouveau directeur d'agence de la BEAC Limbé, remplace à ce poste Armand Lengenguo, nommé directeur d'agence de la BEAC à Douala. La cérémonie d'installation du nouveau directeur d'agence de la BEAC Limbé se déroule en présence du personnel de la Banque des États de l'Afrique centrale, des autorités administratives, municipales et judiciaires et de nombreux invités. Un événement coloré, agrémenté par la remise des présents aux directeurs d'agence sortants et entrants de la BEAC Limbé. C'est un nouveau challenge pour le nouveau directeur de l'agence de la BEAC à Limbé, Kem Wilfred Mungong. Et la ville de Garoua enthousiaste qui entend réserver un accueil des plus chaleureux à l'équipe de Caravane Mobile. Et dans les rues de la cité capitale de la région du Nord, l'annonce de l'arrivée de cette caravane de divertissement a eu un écho retentissant. Reportage. Les téléspectateurs et fans de ce programme mythique de Canal 2 International ont hâte d'assister, disent-ils, à la production de l'émission Caravane Mobile. Quand j'ai vu Caravane Mobile entrer dans la ville de Garoua, j'étais vraiment très content. J'étais épaté par les émotions, donc j'étais vraiment très agréable pour cela. Enfin, on a Caravane Mobile à Garoua. Et moi, je souhaiterais même qu'on ne se limite pas à une seule émission. S'il faut faire des enregistrements, qu'on fasse 2 ou 3, parce que Garoua est assez grand et on a des quartiers populaires. Alliant culture générale, information et divertissement, Caravane Mobile qui se déploie à Garoua après les étapes d'autres grandes villes aura droit sur le terrain à une forte mobilisation. Et ça me fait bien de voir les camions à venir ici à Garoua. On est vivre sans à l'aise, on voit en direct les caravanes en direct ici à Garoua. Comme c'est la première fois que Canal 2 prend pour siège de mobilisation la région du Nord, j'espère que vous allez inciter et amener les thématiques sur la cohésion sociale et l'incitation de la jeunesse au civisme. À l'unanimité dans les rues de Garoua, l'on salue cette descente de Caravane Mobile. Les autorités de la ville, chef-lieu de la région du Nord, n'ont pas caché leur adhésion à cette initiative. Déjà, il faut remercier les initiateurs, parce que Canal 2, c'est un partenaire avec lequel nous travaillons depuis longtemps. Et c'est un partenaire professionnel dans ce qu'il fait. Donc nous sommes satisfaits des prestations de Canal 2 depuis toujours et davantage encore aujourd'hui par cette équipe qui nous rend visite. Donc, la population de Garoua, c'est une population qui a toujours été accueillante. Donc comme je dis, toutes les couches sociales de nos 10 régions sont représentées dans la ville de Garoua. Et les pays voisins également, les populations des pays voisins également, vivent en harmonie avec la population qu'elles ont trouvée. Parlons à présent de la 4e édition du championnat de vacances Lucien Célestin Piado. C'était à Londi, à 15 km de Kribi. La cérémonie de clôture a vu la grande finale et la remise de dons à près de 200 élèves. Regardez. Le village Longi, situé à une quinzaine de kilomètres du centre urbain de Kribi, a vibré pendant un mois au rythme du championnat des vacances organisé par l'homme politique Lucien Célestin Piado, promoteur du vivre ensemble dans la région et grand disciple du président Paul Biya. La 4e édition du championnat des vacances Lucien Célestin Piado a été un succès. Succès sur le plan organisationnel et même sur la qualité de jeu offert au milieu de spectateurs. L'apothéose, c'était ce dimanche avec la double cérémonie de remise de dons couplée à la grande finale qui opposait 410 FC à Santos FC et la B. Je voulais tout d'abord remercier toutes les équipes qui ont pris part à ce tournoi de vacances. J'aimerais aussi saluer la bravoure, n'est-ce pas, et la détermination avec laquelle la coordination de ce tournoi a mené corps et âme pour qu'on ait un bon tournoi. Il était de bon temps pour moi, au-delà
du côté sport, au-delà du tournoi de vacances, n'est-ce pas, de donner un coup de pouce à ce moment de rentrée scolaire, de donner un coup de pouce aux familles désœuvrées. Comme lors des 3 dernières éditions, Célestin Piado, l'homme de la situation, comme on l'appelle ici, n'a pas manqué à ses habitudes. Le promoteur du développement et du vivre ensemble à Longis a offert des fournitures scolaires à 70 élèves du primaire, 58 du secondaire et 42 du supérieur. L'homme au grand cœur a pensé aux orphelins en offrant plusieurs sacs de riz, du sel et du poisson aux pensionnaires du centre d'accueil des enfants affligés, Péniel. On va donner le sac et les cahiers pour partir avec à l'école. Et je dis à le docteur là que merci. La finale du championnat Lucien Célestin Piado a connu la présence effective de plusieurs autorités de la cité balnéaire Kribi, parmi lesquelles les 3 sous-préfets du département, le directeur général du port autonome de Kribi, les autorités religieuses et aussi une forte délégation d'anciens lions indomptables conduite par Albert Roger Mila, parrain de cette édition. Je dirais que le match a été quand même très engagé. Les jeunes ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils sont battus. Le meilleur a gagné le match. Santos FC et la baie, grâce à sa victoire 2-0 sur 410 FC, a été sacré champion de cette 4e édition du championnat des vacances organisé par l'apôtre du développement de Longis. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.